Bonsoir, nous sommes le 29 janvier 2020, nouvelle édition de votre journal quotidien d'information locale sur TV 78. Voici les principaux titres qui seront développés. Le 24 février 2019, une conduite d'hydrocarbures avait cédé à cause de la corrosion, entraînant la fuite de 900 mètres cubes de pétrole dans deux champs situés à Autouillet et Boissy-sans-Avoir. 11 mois plus tard, le groupe Total nous a donné accès au site pour faire le point sur la dépollution en cours. C'est une figure de Jouy-en-Josas. Jeanne Blum, femme de Léon Blum, décédée en 1982, est à l'honneur de ce long métrage. Je ne rêve que de vous. Une séance vient de se tenir en présence des comédiens et d'historiens dans la maison occupée par le couple à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis en politique, la campagne des municipales se poursuit. Pour les Yvelines, elle est à suivre sur notre antenne. Interview ce soir de Lionel Lindemann, élu d'opposition à Manille-les-Hameaux, qui se présente face au maire sortant. 11 mois après la rupture d'un pipeline à Autouillet et la fuite de 900 000 litres de pétrole dans un champ, nous nous sommes donc rendus sur le chantier de Total. Les travaux de dépollution se poursuivent pour réparer l'infrastructure et permettre la réutilisation des champs agricoles. Ainsi, alors que 7 associations environnementales ont déposé une nouvelle plainte en se constituant partie civile. Le reportage de Nicolas Dandry. Depuis le mois de mars 2019, le morceau du pipeline d'Île-de-France à l'origine de la fuite d'hydrocarbures a été remplacé. 60 autres défauts identifiés par un robot racleur ont aussi été corrigés avant une remise en fonctionnement cet été. Le pipe fonctionne à une pression opératoire inférieure à celle qu'on avait avant la fuite par arrêté préfectoral. Vous voyez un espèce de tapis, c'est un géotextile de protection qui sert à faire la jonction, la différence physique entre les terres et la partie technique du pipe. Au total, 50 000 mètres cubes de terre polluée ont été retirés. Une nouvelle phase vient de débuter sur le chantier, l'apport de nouvelles terres sur les zones touchées par la fuite. Nous sommes donc en train de rapporter de la terre minérale autour du pipeline pour le protéger. Et dans une deuxième phase, on rapportera de la terre minérale et de la terre végétale pour permettre aux agriculteurs de reprendre leurs pratiques culturales classiques. On creuse plus ou moins profondément en fonction de la qualité des sols que l'on prélève et que l'on fait analyser dans des laboratoires pour savoir si on a des hydrocarbures ou plus d'hydrocarbures. Des contrôles de pollution sont encore effectués, notamment à travers ces puits jaunes pour contrôler les nappes phréatiques. Pour ce bois touché par le déversement d'hydrocarbures, le nettoyage a été effectué. Il ne sera pas abattu. Notre analyse a montré qu'on pouvait laisser les arbres en l'espèce, recouvrir d'humus le sol du petit bois et laisser les traces d'hydrocarbures qui restaient être désintégrées en fait par la nature elle-même et ainsi laisser les arbres centenaires. Le protocole de Total a été envoyé à la préfecture. Il doit recevoir la validation de l'État. La fin du chantier est prévue pour octobre 2020. Dans l'actualité, également le préfet des Yvelines qui met fin de manière anticipée aux carences concernant 6 communes. Des arrêtés pris en 2017 pour ne pas avoir respecté les 25% de logements sociaux. Mais depuis, le PEC, Jouarre-Pontchartrain, Chambourcy, les Clés-sous-Bois que vous voyez ici, Montesson et Saint-Rémy-les-Chevreuses ont engagé des efforts jugés satisfaisants. Elles récupèrent donc leur droit de préemption, leur autorisation d'urbanisme sur leur territoire. Mais les pénalités financières restent exigibles pour celles qui n'ont pas atteint encore le seuil légal minimum. Tout autre sujet à présent, la 6e édition du Salon Bien-être. C'est à Voisins-le-Bretonneux, organisé par l'association Voisins Adultes Relais le week-end dernier. Il a permis aux participants de se détendre à travers la technique la mieux adaptée à chacun. Un sujet préparé par Jade Brun. 6e édition du Salon du Bien-être à Voisins-le-Bretonneux dimanche 26 janvier. À cette occasion, les visiteurs ont pu rencontrer des professionnels implantés sur une dizaine de stands. Chaque année, il y a des intervenants nouveaux et on essaye justement de ne pas faire 2 années de suite avec les mêmes activités. Le bien-être, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres pour que justement tout soit harmonieux. Cette édition mettait à l'honneur la découverte de nouvelles pratiques de relaxation, réflexologie plantaire ou bien encore le yoga par le rire. Nouveauté, un stand était consacré à la compréhension des bébés ainsi qu'à l'accompagnement des parents. J'accompagne les mamans ou les couples avant, pendant et après la naissance de leur bébé. On touche vraiment le bien-être parce que ça va être le bien-être de la maman et du couple et du bébé parce que je vais les accompagner vraiment de manière émotionnelle et pas que médicale.
Il y a plein de petites choses qui sont un peu comme amélisées finalement dans ce salon. On va puiser un petit peu dans des choses qu'on ne connaissait pas, peut-être de se joindre à de nouveaux ateliers et puis de faire de nouvelles découvertes pour le bien-être. Se recentrer sur soi et se détendre, à chacun sa formule qui marche. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir à ce 6e salon, une nouvelle édition aura lieu l'année prochaine. Ce week-end, ce sera la 3e édition de Sport Féminin, toujours une opération lancée par le ministère des Sports en partenariat avec le CSA. Différentes actions sont portées, développement des pratiques afin de corriger les inégalités d'accès ou encore la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes dans le champ du sport. Et au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux, des animations auront lieu le samedi dès 14h. Opération 100% filles. Vous en avez vu le logo il y a quelques instants. En 2019, la Fédération française de cyclisme n'a recensé que 12 054 licenciées féminines, soit seulement 10% de ses effectifs. Nous parlons loisirs avec Tom Gauquelin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur marketing communication de Vertical Art. Vertical Art, c'est une success story. 6 salles ouvertes à travers la France, jusqu'à La Réunion, bientôt. Bientôt. Nouvelle ouverture de prévue. On peut y pratiquer l'escalade, mais pas seulement. On peut aussi s'installer au restaurant, au bar, participer à des compétitions, des soirées DJ aussi. La salle de Saint-Quentin, c'est la première qui a été ouverte. Exactement. Fin 2003, 6 ans plus tard, quel bilan vous faites ? Comme vous l'avez dit, c'est une success story, donc on en est très fiers. C'est la première salle. Du coup, là, on organise ce week-end une compétition le samedi. On attend entre 200 et 300 compétiteurs. Le matin, les enfants. L'après-midi, le haut niveau, avec une finale très très relevée. On va revenir sur cette compétition, mais déjà cette salle, il y a une rénovation aussi l'année dernière. Ça vous a permis d'accueillir un nouveau public. Ce sont un public plus large peut-être aussi qui vient vous voir ? Tout à fait. Maintenant, on peut accueillir les enfants de moins de 4 ans jusqu'aux plus vieux de plus de 70 ans, avec des cours pour tout le monde, un restaurant mis à jour, une nouvelle carte et un nouveau public. On en voit quelques images, mais comment ça fonctionne ? C'est modulable ces parcours ? Vous les adaptez aussi ? Ou il y en a plusieurs qui sont proposés en fonction des âges ? Parce qu'entre 5 ans et 70 ans, et puis les professionnels aussi, les plus aguerris, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. On a 8 niveaux de difficulté. Les plus jeunes, donc les moins de 4 ans, on a le niveau qu'on appelle le petit dur. On a 150 problèmes à résoudre dans toute la structure qui sont renouvelés du coup tous les mois. Il y a des projets encore de développement sur cette salle ? Sur cette salle, non. En France, bien entendu. France, oui. On a ouvert dernièrement à 2 pas du Moulin Rouge. On va ouvrir dans le 13e arrondissement de Paris. On va ouvrir aussi à Toulon, Grenoble, Marseille. Donc voilà, on est... Comment vous expliquez ce succès aussi rapide finalement ? Vous aviez prévu qu'il y aurait un engouement aussi fort autour de l'escalade à l'intérieur ? Personne ne pouvait le prédire. Après, nous, on a été novateurs sur notre positionnement. On a rendu l'escalade accessible à tous. Donc maintenant, on va devenir un des leaders français. Donc on en est très fiers. On rentre sur les JO aussi en 2020 à Tokyo. On a un de nos athlètes de la team Vertical Art qui va y participer, donc on en est très fiers. Oui, parce que ça, c'est aussi l'autre versant, l'autre pendant. Vous avez aussi des athlètes professionnels que vous sponsorisez. Comment ça fonctionne ? Exactement, on les sponsorise, on les aide dans leurs projets professionnels et leurs projets de vie, tout simplement. Donc pour nous, c'est une super image de marque et ça nous permet de véhiculer à l'international nos valeurs. Et les athlètes qui vont participer pour les prochains Jeux sont des athlètes de toute la France, de Saint-Quentin-en-Yvelines Non, pour nous, c'est Sean McCall pour l'instant, qui a été sélectionné et qui va représenter sous la couleur de son maillot d'origine, donc canadien. On a Fanny Gibert qui peut encore prendre son ticket. On met beaucoup d'espoir sur elle. Donc si tout se passe bien, elle ira au JO à Tokyo 2020 et puis en 2024 à Paris. Sur la suite du développement, vous l'avez dit, il y a plusieurs salles qui sont prévues encore, surtout le développement économique. Vous avez aussi réalisé des appels de fonds, des levées de fonds, vous avez des nouveaux partenaires aussi ? Exactement, on a fait il y a 8 mois de ça une levée de fonds avec notre partenaire M Capital. Donc ça s'est très bien passé, on a 2 ans d'avance sur notre développement, donc on en est on en est très fiers. Donc pour fêter tout ça, notamment, il y a cette compétition que vous avez évoquée tout à l'heure, le Harder, Boulder, Stronger. Exactement. Deuxième volet. Alors ça consiste en quoi ? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une compétition pour tous les âges ? Tout à fait. Le matin, on a les enfants, donc ils ont une vingtaine de blocs à réaliser, voilà, sur un format très libre de 2 heures. Et l'après-midi, on va recevoir plutôt 200 compétiteurs avec 50 blocs pour les départager, plus des finales à 19h30. Et à 19h30, on aura le haut du panier de la région et de la France. Et puis après, c'est festif. Il y a une soirée derrière d'animation qui est prévue. Toujours.
L'objectif de tout ça, c'est une fois de plus aussi de récompenser, fédérer vos adhérents. On ne vient pas juste dans cette salle pour s'amuser en solitaire et puis repartir. Voilà. Non, c'est avant tout un lieu de vie. Donc ces soirées-là permettent de fédérer, de communiquer entre nous tous et de faire un bel événement. Tout simplement. Ce sera donc le 1er février, salle Vertical Art sur Saint-Quentin en Yvelines. Un dernier mot, ensuite il y a des stages qui sont prévus en février pour les plus jeunes. Tout à fait. Oui. Il y a des stages pour les plus jeunes qui seront encadrés par nos professeurs. Et vous pouvez vous y inscrire, bien évidemment, il y a encore des places. Il y a encore quelques places. Ça commence à être limité. Merci en tout cas, Tom Gauquelin, d'être passé sur ce plateau, nous parler de cette opération et puis du développement de Vertical Art, cette success story, comme on en parlait il y a quelques instants. Merci à vous. Merci. Comme chaque mercredi, nous passons maintenant à notre rubrique Dans les salles, vos réactions au dernier film à l'affiche. Réaction recueillie par Aurélie Ronze. Je m'appelle Simon Picard et... Moi, c'est Nelly Malloy, détective privé. L'intuition au service de la vérité. Repousser les limites du savoir, voilà la mission des scientifiques. Il était bien, j'ai tout aimé. C'est deux aventuriers qui partent à la recherche des Yétis pour pouvoir montrer au monde entier qu'ils existent réellement. Et puis, je ne vous raconte pas la fin, ce serait dommage. Je le recommande pour un public familial, c'est très bien fait. Peut-être que pour connaître quelqu'un, il faut d'abord l'aimer, avec ses désirs, sa mélancolie. J'avoue que je suis encore émue. Pourquoi ? Parce que j'avais lu le livre en fait. Donc je trouve que ça reprend tout à fait les sentiments de la vie de famille en fait, tout au long d'une vie, l'histoire d'une fratrie. Je trouvais ça très émouvant. Donc. Si tu devais employer un mot pour me caractériser, tu choisirais quoi ? Égoïste. Ah oui, quand même. Ouais, tu l'as pas vu venir celui-là. On t'a vu faute. C'était une famille un peu cambolesque, quoi, voilà, donc le père qui est mort mais qui revient, qu'on voit tout le temps. C'est un film qui est très sympathique, très beau paysage, bon esprit et bien divertissant. Cinéma toujours avec une séance mardi soir, hier soir à Jouy-en-Josas de Je ne rêve que de vous. C'est un film qui retrace l'extraordinaire histoire d'amour entre Léon et Jeanne Blum durant la guerre. Le héros notamment du Front populaire en 1936 et son épouse ont résidé dans cette commune. Cette dernière a d'ailleurs créé une école préparant aux métiers paramédicaux. Le sujet de Mathilde Demy. Les Jovassiens se sont donné rendez-vous mardi 28 janvier pour rencontrer les acteurs du film Je ne rêve que de vous, qui retrace l'histoire d'amour de Léon Blum et Jeanne Rachenbach. La projection du film était suivie d'un débat avec l'équipe du film. Léon Blum est une grande figure de Jouy-en-Josas et j'aime bien l'histoire. Ma mère, elle m'a dit qu'il y aura Elsa Zilberstein et d'autres personnes de cinéma. Du coup, ça m'intéresse pour le débat à la fin. Émue, Elsa Zilberstein, dans le rôle de Jeanne Blum, est venue introduire le film dans sa ville natale. Ça fait genre 25 ans que je ne suis pas rentrée dans cette salle des fêtes, donc ça m'émeut énormément. C'est l'endroit où je faisais mes galas de danse quand j'étais petite. Ça me fait quelque chose. De jouer une amoureuse comme ça, une femme irrépressible, vivante, vibrante, c'est toujours, des rôles magiques. Pour le réalisateur du film, tout a commencé dans la commune de Jouy-en-Josas, quand il a visité la maison de Jeanne et Léon Blum. J'ai visité la maison Léon Blum au moment de son inauguration et j'avais déjà ce projet de film en tête. Le film se termine à la maison Léon Blum, sauf que c'est un décor de cinéma évidemment. Mais je suis très content, très ému. En plus, je trouve qu'il y a une atmosphère très joyeuse. Dans la salle, on aperçoit une invitée un peu particulière qui est venue voir le film pour la 6e fois, la petite fille de Jeanne Blum. Je connais très bien dans toute cette histoire, donc évidemment je suis très émue de le revoir à Jouy-en-Josas en plus, où j'ai vécu 15 ans. Un film qui rend hommage à l'histoire du couple Blum, mais aussi à leur maison devenue musée dans la commune de Jouy-en-Josas. Je ne rêve que de vous, sorti le 15 janvier 2020, est toujours projeté dans les salles.
À Magny, les hameaux aux 3 listes sont déclarées à ce jour, celle du maire sortant Bertrand Houillon, celle en cours de constitution encore de Dominique Gratpin et puis celle de Lionel Lindemann. Lionel Lindemann, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes tête de liste Magny Citoyen, c'est une liste de tendance centre-droit et aussi des adhérents République En Marche. Vous siégez en tant qu'élu d'opposition depuis 2014 dans cette commune de Magny-les-Hameaux. Vous étiez candidat avec Aurore Berger, qui est aujourd'hui députée. Pour autant, il n'y a pas d'investiture officielle sur votre liste. Je parlais des différentes tendances. On nous a proposé plusieurs investitures et on a refusé parce qu'on considère que c'est un enjeu totalement local et les considérations nationales sont, à vrai dire, tout à fait secondaires. Ce dont il s'agit, c'est Magny et pas d'autres considérations. Par contre, on ne cache pas qui on est. Donc, effectivement, on a des membres du comité local Magny En Marche qui ont décidé d'intégrer la liste, qui ont décidé de participer parce qu'ils ont des compétences vraiment très intéressantes. Et donc, c'est vraiment des gens qui vont pouvoir apporter à la commune de nouvelles compétences que, à mon sens, elle n'a pas pour l'instant. Sinon, on a 80% de la liste, en fait, c'est des apolitiques. En fait. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir une étiquette particulière. Après, moi, je ne cache pas que je suis plutôt de centre-droit pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. J'ai pas... Enfin, en 2014, c'était une liste de centre-droit, donc il y a... C'est cohérent. Par rapport à cette liste de 2014, il y a beaucoup d'évolutions. Vous reprenez une partie, la totalité des noms présents la dernière fois ? La totalité, non, parce que certains ont quitté la commune. On a des personnes qui étaient vraiment très, très intéressantes, mais qui ont déménagé à Saint-Rémy-les-Chevreuses, par exemple. Donc évidemment, on ne va pas les reprendre, parce qu'on considère que quand on se présente à une élection municipale, il faut vivre sur la commune. Par contre, il y a eu une grosse partie, effectivement, de renouvellement depuis 2014. Nécessairement. En 2014, votre liste avait été battue. Le maire sortant avait totalisé 58,26%. Oui. Comment vous pensez pouvoir inverser ce score, ce résultat ? Qu'est-ce qui a changé depuis le dernier scrutin, justement ? Il y a le fait qu'on est 6 ans après et que le maire a maintenant un bilan. Et quels sont vos reproches sur ce bilan, justement, ce qui va nous amener à parler de votre programme, justement ? Il suffit de regarder les engagements phares qu'il avait pris. Je pense à 2 engagements particuliers qui, pour moi, sont assez symboliques ou même symptomatiques de ce qu'on peut lui reprocher, même s'il y a aussi eu des choses très positives dans ce qui a été fait. Il s'était engagé à mettre en place un marché à Magny-les-Hameaux, et ce marché, c'est très important parce qu'on a une commune, il y a 30 ans encore, il y avait des débats sur est-ce qu'on va couper la commune en 2, est-ce qu'on va la scinder, etc. Donc c'est une commune qui a absolument besoin de centres et de créer des liens. Et donc ce marché est extrêmement important parce qu'il permettrait à tous les Magnicois de se voir tous les week-ends, de se rencontrer et ainsi de suite. Il a été promis il y a 6 ans et puis on est 6 ans plus tard, il n'y a toujours pas de marché. Donc au-delà des étiquettes, etc., ce qu'il faut voir, c'est est-ce que un maire, quand il se présente à une élection, quand il propose un projet, est-ce qu'il tient ses engagements ou pas ? Et donc là-dessus, c'est pas le cas. Autre domaine où il s'était engagé à de la modération fiscale, c'était écrit de façon très claire dans son projet. Et puis 1 an après, les impôts à Magny ont augmenté le taux des impôts communaux a augmenté de 10%. Donc pour moi, ça c'est pas de la modération fiscale, et ça aussi c'est un engagement qui n'a pas été tenu. Alors, sur quoi le maire, pour qui n'est pas là, et vous aurez l'occasion d'échanger lorsqu'il y aura les débats qui seront proposés sur notre antenne, pourrait aussi répondre qu'il y a eu un désengagement de la part de l'État. Oui, il faut aussi faire face quand on est maire. C'est un discours qui tient régulièrement. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'autres maires qui n'ont pas fait ce choix-là. Moi, j'en connais un certain nombre. Je suis proche d'un maire qui, lui, a fait le choix, malgré le désengagement de l'État, de pas augmenter les impôts parce qu'il s'était engagé aux élections à ne pas le faire, et il ne l'a pas fait. Et en réalité, 5 ans après, 6 ans après, lui, il ne me parle plus du désengagement de l'État. Il me parle de l'avenir de sa commune, et en réalité, il a fait face à ce désengagement, et sa commune est beaucoup plus forte aujourd'hui. Ses finances sont beaucoup plus fortes aujourd'hui parce qu'il a fait face à cette difficulté. Voilà. Dans votre programme, il y a donc cette volonté de fédérer la commune autour d'un marché notamment. Il y a aussi cette idée de sortir du désenclavement. C'est un point qui revient régulièrement dans les différentes campagnes sur Magny-les-Hameaux, de par sa construction, sa position géographique. Oui, quelles sont vos propositions justement pour pouvoir sortir cette commune un peu de son éloignement du reste de Saint-Quentin en Yvelines et puis de désenclaver un peu plus généralement ?
Le problème que pose... nous, on considère vraiment que c'est le domaine clé où il faut agir, parce que en fait, tout le reste va suivre. C'est-à-dire que si vous voulez que des entreprises s'installent à Magny, il faut que les salariés de ces entreprises puissent venir à Magny. Voilà. Si vous voulez que les habitants trouvent des opportunités à Magny même, il faut que ces entreprises puissent venir à Magny et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on propose pour sortir de ce désenclavement, c'est notamment des alternatives à la voiture individuelle. Il y a eu des pistes cyclables qui ont été mises en place, ou des bandes cyclables, mais elles ne sont pas sécurisées, donc personne ne s'en sert. Donc il faut revoir tout ça. Elles ne sont pas directes. Il y a aussi Vous parlez de ce désenclavement de la commune. Oui. Ça passe par quoi d'autre ? Le désenclavement. Oui, le désenclavement de la commune, ça passe en augmentant les bus, en travaillant avec nos partenaires de la communauté d'agglomération pour augmenter les bus le soir et le week-end. J'ai vu qu'il y avait eu des bus express qui ont été mis en place. Tout ça, c'est très intéressant, sauf que quand il y a des bouchons, ça ne sert à rien d'avoir un bus express, par exemple. Le travail avec l'agglomération, justement, c'est aussi l'un de vos points de programme. C'est mieux échanger avec l'agglomération, quelle que soit la majorité. On en revient à ce que vous disiez, pas d'étiquette, par exemple. Oui, mais c'est quelque chose qui me frappe quand je parle à l'extérieur de la commune, avec nos partenaires pour préparer les élections. Je constate que assez souvent, ce que me disent les partenaires de la commune, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à travailler avec la commune de Magny. Et donc moi, je considère qu'un maire aujourd'hui, justement, doit travailler avec tous les partenaires extérieurs de la commune, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse du département, qu'il s'agisse de la région, qu'il s'agisse de la communauté d'agglomération, qu'il s'agisse des entreprises, etc. Et ça, c'est vraiment un domaine où, pour l'instant, les retours que nous avons sont assez négatifs. La campagne officielle va débuter lundi 3 février. Comment va se dérouler votre campagne sur le terrain ? Des réunions sont déjà prévues ? En fait, nous, on privilégie le porte-à-porte parce qu'on considère qu'il faut aller voir les habitants. C'est aussi lié à notre commune. Faire une réunion dans un coin de la commune, alors qu'on a une commune qui s'étend sur 7 km, c'est toujours réducteur. Donc on préfère pour l'instant aller voir les habitants. Donc on discute dans tous les quartiers. En fait, on a des binômes par quartier qui ont vocation ensuite à devenir maire adjoint ou maire de quartier. C'est ça l'idée. Du coup, les habitants les identifient, c'est leur maire de quartier ou de hameau. Donc on va continuer. On a démarré, on fait ça depuis décembre, et puis à la fin février, effectivement, on aura un grand meeting pour réunir tout le monde. Mais on va surtout faire une campagne de terrain. On va aller voir les gens, on va discuter avec eux, des réunions d'appartements et ainsi de suite. Et puis tout au long du mois, on va décliner nos propositions par thématique. Voilà. Merci beaucoup Lionel Lindemann d'être passé sur ce plateau. Candidat donc sur Magny-les-Hameaux, tête de liste. Je rappelle que 3 listes sont déclarées pour le moment. Nous quittons Magny-les-Hameaux pour Montigny-le-Bretonneux. 3 listes sont aussi déclarées. Mais quels sont les enjeux du scrutin ? Premiers éléments de réponse avec ce sujet de Mickaël Elmidoro. La concertation a débuté cet été pour la réhabilitation de l'hypercentre de Saint-Quentin en Yvelines. Si le projet est piloté par la communauté d'agglomération, le territoire concerne bien Montigny-le-Bretonneux. L'objectif étant de moderniser ce quartier bâti dans les années 1980 et qu'il réponde aux problématiques d'usage, de transport et de nature en ville d'aujourd'hui. La nature et l'environnement, c'est justement l'un des enjeux de ces élections municipales. Montigny-le-Bretonneux aspire à réaliser sa transition écologique. La commune n'échappe pas au contexte démographique général et doit faire face à une population vieillissante. Un phénomène accentué par un coût du logement élevé, les jeunes familles zénimontaines peinent à accéder à la propriété et quittent la ville. Un enjeu d'autant plus fort que Montigny-le-Bretonneux accueille de nombreux sièges d'entreprises, comme récemment BMW dans le quartier du Pas-du-Lac, dont les salariés sont en pleine installation dans ces nouveaux locaux. Des constructions de logements, dont des logements sociaux, font justement partie de plusieurs chantiers communaux en cours. Celui du Forum des Arts Charles Aznavour à la place de l'ancien collège Bergson, livraison prévue en avril 2021.
Mais également la réfection du club Le Village, fermé en décembre dernier pour 12 mois de travaux, 55 à 60 logements font partie du projet. Mais l'événement dont la nouvelle municipalité aura à s'emparer, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques de 2024. Le Vélodrome national accueillera les épreuves de cyclisme sur piste et l'île de loisirs, celle de BMX. Et TV78 vous proposera dans les prochains jours 20 débats sur les principales communes des Yvelines. Pour Montigny-le-Bretonneux, ce sera le dimanche 9 février à 11h en direct. Première rediffusion le mardi 18 février, 20h. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité locale.